Ben, je vais y aller. Merci beaucoup pour la présentation et pour cette belle opportunité. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on va discuter ensemble d'anxiété de performance, comment la prévenir chez soi et dans son équipe. Moi, en fait, je suis psychoéducatrice, comme on l'a dit, puis je travaille avec le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Donc, je vais prendre quelques secondes pour vous décrire un peu ce que c'est. C'est un centre qui vise là, à favoriser la collaboration interdisciplinaire intersectorielle pour répondre de façon optimale aux besoins des enfants, adolescents, jeunes adultes qui sont à risque de présenter des problématiques de santé mentale. Il y a plusieurs projets qui sont menés actuellement par le Centre RBC, dont le programme Hors-Piste qui vise à prévenir l'anxiété et les autres troubles d'adaptation dans les écoles. Puis, plusieurs projets qui visent là, la santé psychologique des étudiants dans les établissements supérieurs, dans lequel je travaille comme psychoéducatrice et consultante en performance mentale auprès des étudiants athlètes d'hiver et hors. Donc, j'ai été amenée à animer plusieurs ateliers, dont en lien avec l'anxiété de performance. Donc, c'est ça, pour moi, c'est une belle occasion là, de vous partager un petit peu sur quoi je travaille actuellement. Puis, de l'anxiété de performance, on en voit beaucoup chez les étudiants, on en voit aussi beaucoup dans le sport. Donc, dans mes interventions avec les athlètes, c'est souvent ce sur quoi je travaille. Donc, l'atelier d'aujourd'hui a 3 objectifs. Le premier, c'est d'être en mesure de reconnaître c'est quoi l'anxiété de performance, autant chez soi que chez les autres. Être en mesure d'adopter une posture d'autocompassion et de bienveillance, fait autocompassion envers soi, bienveillance envers les autres. Puis, on va voir ensemble quelques outils pour prévenir ou composer avec l'anxiété de performance, autant chez vous que chez vos collègues. Fait que vous allez voir au fil de la présentation, je réutilise ces 3 bulles-là pour un peu orienter là, puis vous indiquer où est-ce qu'on est rendu. Comme Frédéric vous l'a dit, à la fin, il y aura une période de questions. N'hésitez pas à les noter. Ça me fera un plaisir là, de répondre à tout ça à la fin. Donc, pour ce qui est de l'anxiété de performance, je pense qu'on ne peut pas parler d'anxiété sans aborder aussi la notion du stress. Donc, le stress, ça fait référence à une situation qui est concrète dans le ici et maintenant, qui est reliée à une réaction d'alarme. Par exemple, si on tombe face à face à un ours, probablement qu'on va entrer dans cette réaction d'alarme-là. On va avoir le cœur qui palpite, on va être prêt à combattre, à fuir ou à figer. Figer pour réagir à cette menace-là. Peut-être que si on ne bouge pas, l'ours ne nous verra pas et ne nous attaquera pas. À l'inverse, l'anxiété, c'est vraiment, on est plus dans l'anticipation d'une menace, d'une situation future qui est aussi incertaine. Donc, des fois, on se fait des scénarios dans notre tête qui probablement ne vont pas se produire dans le futur, mais qui nous entraînent quand même une réaction d'alarme ou des pensées négatives dans le moment présent. Fait que des exemples de pensées qu'on pourrait avoir qui seront plus reliées à l'anxiété, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais une faute professionnelle, si je dis quelque chose qui sort de travers dans une rencontre, si je ne réponds pas aux attentes de mon employeur. De manière générale, on peut penser que le stress et l'anxiété, c'est quelque chose qui est à éviter ou qui nuit finalement au bien-être, à la performance, etc. Par contre, c'est à garder en tête que dans une certaine mesure, le stress et l'anxiété ont quelque chose d'adaptatif. Le stress, ça aide à être assez mobilisé pour faire face à la demande. L'anxiété aussi. Si on imagine quelque chose qui peut se produire dans le futur, par exemple, un gros rapport à remettre, puis qu'on a un sentiment d'anxiété à ce niveau-là, bien, probablement que ça va nous mobiliser pour mettre en place toutes les stratégies qui vont nous amener à compléter la demande dans le futur. L'anxiété de performance, c'est vraiment un type d'anxiété qui est vécu spécifiquement dans les contextes de performance. Entre autres, on retrouve les situations où est-ce que nos compétences sont évaluées ou les situations où est-ce qu'on se sent en compétition avec d'autres personnes. Ça peut être aussi des perceptions, donc on n'est pas nécessairement dans une situation qui est dite réelle. Des fois, c'est qu'on a l'impression que nos compétences sont évaluées ou qu'on est en compétition avec les autres, alors que dans les faits, ce n'est pas réellement le cas. Fait que l'anxiété entraîne plusieurs manifestations. Donc, entre autres, en lien avec les pensées et perceptions, on peut en venir à ruminer nos pensées, à s'imaginer des scénarios catastrophiques qui peuvent se produire dans le futur.
peut avoir un sentiment de perte de contrôle général qui peut être très envahissant, très déstabilisant. Éventuellement, ça peut aussi amener des problèmes de concentration, de mémoire. Puis, c'est aussi l'anxiété associée à des attentes assez élevées qu'on peut avoir envers nous-mêmes, surtout l'anxiété de performance. Des fois, on peut voir la réussite ou l'échec vraiment comme deux choses et pas de zone grise entre les deux, finalement. Fait que soit on réussit, soit on échoue, mais il n'y a pas d'entre-deux possible. Finalement, en lien avec l'anxiété, l'idée qu'on ne sera peut-être pas en mesure de répondre à une demande dans le futur, comme remettre son rapport, on peut en avoir certaines pensées dévalorisantes qui viennent affecter notre estime personnelle. Un autre aspect qui est important à noter aussi pour l'anxiété, les manifestations, c'est qu'il y a différentes émotions qui peuvent être associées. Fait que, par exemple, la peur, la colère, la tristesse, en lien, par exemple, aux pensées dévalorisantes. On peut être aussi plus irritable ou impatient. Puis ça, pour chaque personne, toutes les manifestations peuvent varier un peu. Donc, c'est intéressant de se questionner par rapport à nous-mêmes, comment on est quand on vit de l'anxiété, mais aussi par rapport à ses collègues. Des fois, un collègue qui est plus irritable ou impatient, on n'a pas tendance nécessairement à penser que ça pourrait être des manifestations d'anxiété, alors que ça pourrait être le cas. Au plan des manifestations physiologiques, je pense que sans surprise, on retrouve la boule dans le ventre, des nausées, des maux de ventre, les mains qui tremblent. On peut avoir des tensions musculaires, on peut se sentir tendu. Des fois, on peut avoir de la misère à respirer ou chercher son air. On peut avoir des maux de tête, des migraines, des troubles du sommeil comme l'insomnie, se réveiller dans la nuit, être étourdi, avoir de la difficulté à parler. Je ne vous les ai pas tous mis, mais je pense que vous en avez quelques-uns en tête là, en lien avec les manifestations physiques. Pour ce qui est des manifestations comportementales, donc face à l'anxiété, qu'est-ce que ça peut entraîner comme comportement? Souvent, on remarque un retrait, un évitement ou une fuite. Fait qu'on va tenter d'éviter la situation qu'on anticipe finalement, qui nous stresse dans le futur. Fait que, par exemple, ce rapport qui a l'air donc bien imposant, bien, peut-être qu'on va essayer de procrastiner, on va essayer de repousser le plus possible la période où est-ce que concrètement on va devoir s'y attarder puis mettre du temps là, pour le compléter. Parce que pour nous, c'est vu comme quelque chose d'anxiogène. Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi une surpréparation. Comme je le disais tantôt, l'anxiété, ça a une idée de se préparer ou en tout cas de donner les efforts pour répondre à une demande. Mais dans certains cas, la préparation, on peut la faire dans une manière exagérée qui nous demanderait beaucoup, beaucoup de temps, puis qui viendrait peut-être empiéter sur notre efficacité au travail ou même sur notre vie personnelle. Sinon, il peut y avoir aussi une surcompensation pour cacher les manifestations du stress et de l'anxiété. Quand je parle de surconsommation, c'est, par exemple, vous savez que tantôt, dans votre présentation orale, vous allez trembler. Mais peut-être que pour éviter que ça paraisse vos tremblements, vous allez coller vos mains le long de votre corps ou croiser les bras, ce qui pourrait donner une vision un peu, peut-être moins d'ouverture dans votre présentation ou affecter votre performance. Fait que le fait de surcompenser, des fois, peut entraîner là, des effets un peu plus négatifs. Toutes les tentatives aussi pour supprimer ces émotions. Parce que quand on pense à anxiété, stress, souvent, comme je vous le disais tantôt, on pense à quelque chose de négatif, quelque chose qu'on ne devrait pas vivre. Fait que souvent, on peut avoir tendance à penser qu'il faut les éliminer, ces sensations, pensées, émotions-là. Puis, certaines stratégies pour certaines personnes pourraient être d'utiliser la consommation de substances pour un peu camoufler ces émotions-là ou les éviter. J'en avais parlé un petit peu, j'avais scoopé cet aspect-là, mais le stress et l'anxiété, il y a une portion qui est adaptative, donc qui aide à la performance au travail, mais aussi au bien-être et à l'adaptation en général. Donc, là, ici, ce schéma-là s'applique pour le stress, mais je vous dirais que c'est aussi le cas pour l'anxiété. Si on a un état de stress ou d'anxiété qui est plus faible, souvent, la performance sera moins au rendez-vous aussi, parce qu'on va être plus fatigué, on va peut-être être dans l'ennui, etc. Alors que quand on a un niveau de stress ou d'anxiété qui est un peu plus élevé, bien là, on est dans un moment où est-ce qu'on est dynamisé, on est concentré, on peut même vivre une sensation de facilité aussi au travail. Si à l'inverse, notre niveau de stress est très élevé, on n'aura peut-être plus la disponibilité
pour être efficace. Donc, on pourrait sentir éventuellement un sentiment de fatigue parce que ça prend beaucoup d'énergie être stressé et vivre l'anxiété. On pourrait avoir un certain épuisement, des problèmes de santé physique aussi qui peuvent être associés, différents problèmes de santé mentale qui pourraient en résulter, comme les troubles anxieux, troubles dépressifs, etc. Donc, l'anxiété, ce n'est pas à éviter complètement, c'est juste à bien doser finalement. Fait que pour ce qui est de l'anxiété de performance, ici, je ramène un peu cette idée-là de continuum qu'il faut quelques symptômes anxieux pour pour favoriser finalement là, son efficacité au travail. Par contre, quand on va dans la zone plus à l'extrême droite du continuum, donc des symptômes anxieux qui pourraient devenir incapacitants, c'est important d'aller chercher de l'aide ou de référer votre collègue aux besoins. Fait qu'ici, justement, ben, j'attends pas de réponse, là, mais je vous invite à vous questionner là-dessus. Comment le stress ou l'anxiété se manifeste chez vous? Puis, comment se manifeste-t-il chez vos collègues? Ces réflexions-là pourront aider un peu après à voir, à se ramener dans cette zone-là du stress et de l'anxiété optimale pour favoriser là, son adaptation au travail. Dans un deuxième temps, ce qui est intéressant, c'est de connaître quels sont les facteurs de risque et de protection au développement d'anxiété et de stress. Donc, pour ce qui est du stress, peut-être que vous avez, si vous écoutez Sonia Lupien là, du laboratoire du stress humain, probablement que vous avez déjà entendu parler là, de ces 4 lettres-là, ciné. Donc, je vais vous les résumer ici. Là. Le premier, c'est le contrôle faible. Donc, quand on sent qu'on est moins en contrôle, qu'on perd le contrôle, souvent, le niveau de stress risque d'augmenter. Même chose pour ce qui est de l'imprévisibilité. Donc, si on ne sait pas à l'avance ce qui nous attend, on ne peut pas vraiment se préparer, on a moins de sentiments de contrôle aussi. Quand c'est nouveau, même chose, jamais expérimenté, on ne sait pas comment on va réagir à cette nouveauté-là, est-ce qu'on a les ressources pour y faire face aussi? Puis, la dernière lettre, c'est quand que notre ego est menacé. Donc, quand on pense qu'on est mis à l'épreuve, que les autres doutent de nos compétences, de nos capacités, ou qu'on est dans une situation de compétition, ça peut être un petit cocktail là, qui vient favoriser là, le développement de stress chez soi ou chez les autres. Pour ce qui est de l'anxiété, c'est vraiment relié aux attentes, autant les attentes de l'entourage que nos propres attentes envers nous-mêmes. Par exemple, si on a une attente assez vague ou en tout cas très, très, très élevée envers nous, qui est d'être le ou la meilleure en tout temps, bien, probablement qu'on risque d'être déçu. Puis probablement qu'on va vouloir aussi, qu'on va vivre de l'anxiété face à ça parce que c'est une attente qui est un peu impossible à atteindre. Être le ou la meilleure. On n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle sur la performance des autres, sur les conditions non plus dans lesquelles on va faire cette performance-là. C'est intéressant de s'identifier des objectifs qui sont vraiment plus concrets, plus de processus. Fait que, concrètement, à court terme, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est des attentes qui sont peut-être un peu plus ciblées, réalistes, qui permettent de vivre des succès puis d'améliorer là, son sentiment de contrôle et d'efficacité. La perception de la performance dans ce sens-là, justement, ça fait un lien là, avec les attentes. L'importance qui est accordée à la situation d'évaluation aussi. Fait que, par exemple, si c'est une rencontre avec votre patron, puis ça amène finalement à une reconduction de vos services pour l'année prochaine, par exemple un renouvellement de contrat ou quelque chose comme ça, bien, c'est sûr que cette rencontre-là peut être lourde de conséquences parce qu'on pourrait être reconduit ou non reconduit suite à ça. Donc, évidemment, le niveau d'anxiété pourrait être décuplé par rapport à ce type de situation. Finalement, par rapport à l'estime de soi ou à son sentiment de compétence, si on pense qu'on n'a pas les compétences requises pour s'adapter à la situation qui nous génère de l'anxiété, bien justement, ça risque d'augmenter nos symptômes anxieux. Fait que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est possible de jouer sur ces facteurs de risque-là pour réduire l'anxiété de performance. Fait qu'autant en tant qu'organisation, équipe de travail, on peut tenter de favoriser le sentiment de contrôle, la prévisibilité, d'accompagner les gens aussi dans la nouveauté, diminuer le sentiment d'ego menacé. Puis, en tant qu'individu aussi, ben, c'est des choses qu'on peut tenter de relativiser.
on peut s'informer, on peut s'outiller finalement pour tenter de diminuer là, ces facteurs de risque-là à l'anxiété. Même chose pour les attentes, c'est des choses qui sont importantes là, à relativiser. C'est quoi nos attentes envers nous? C'est quoi notre perception de la performance? Est-ce qu'elle est ajustée, oui ou non? Puis de prendre conscience pour favoriser son estime de soi de tous les petits progrès que vous avez faits. Des fois, de se regarder il y a 3 ans, il y a 1 an, qu'est-ce qui a changé chez vous? Qu'est-ce que vous avez maintenant acquis comme nouvelles compétences? Maintenant, pour ce qui est des facteurs de protection, donc ce qui aide à protéger le développement d'anxiété, comme j'ai dit, ça va un peu de pair avec le facteur de risque, là, c'est l'estime de soi. Fait que de favoriser son estime personnelle aide beaucoup. Le sentiment d'efficacité personnelle aussi. Je pense que les saines habitudes de vie, on en entend beaucoup parler depuis la pandémie. L'idée d'avoir suffisamment de temps pour dormir la nuit, de manger sainement, d'essayer de bouger, d'avoir du temps pour faire des projets qui vous passionnent. C'est tous des éléments là, qui sont protecteurs de l'anxiété. D'avoir des objectifs atteignables, donc qui sont spécifiques. Fait que pas quelque chose de large comme être le meilleur de mon travail, c'est quelque chose de concret, qui est mesurable, qui est orienté vers l'action, fait qui vous amène à faire des actions concrètes finalement, qui est réaliste puis qui est temporelle. Donc, dans l'idée qu'on ne veut pas arriver à tel objectif un jour dans sa vie, il faudrait qu'on le cadre un peu plus en termes de semaines ou de mois. Ensuite, d'avoir des relations sociales positives, c'est vraiment quelque chose qui protège parce qu'on peut aller ventiler des fois, utiliser la force de nos collègues pour s'outiller par rapport à des nouvelles situations, des nouvelles demandes qui peuvent nous être demandées finalement. Puis un point important aussi en tant qu'équipe de travail, de favoriser le processus d'apprentissage plutôt que la performance à tout prix. Fait que dans cette idée-là, de favoriser l'idée que les erreurs font partie de l'apprentissage, que ça permet le développement de ses compétences plutôt que l'erreur, c'est quelque chose à éviter, puis la performance est à adopter à tout prix. Le dernier point, ça fait référence un peu au deuxième objectif du présent atelier, c'est d'avoir des collègues de travail puis une organisation qui sont soutenants et bienveillants. Soutenants, donc qui vont avoir des ressources qui vont être disponibles pour écouter, pour vous accompagner. Puis bienveillants, on va voir un petit peu là, à quoi ça réfère. Encore une fois, ici aussi, il y a plusieurs stratégies là, qui peuvent être adoptées pour favoriser ces facteurs de protection-là et éviter là, le développement d'anxiété. En tant que membre du personnel du CIUS de l'Estrichus, ce qui est possible de faire pour diminuer la performance qu'on peut vivre soi-même ou la performance qui peut être vécue au sein de son équipe de travail, c'est de tenter d'adopter une posture d'autocompassion envers soi-même ou une posture de bienveillance envers ses collègues. Donc, deux beaux mots, mais qu'est-ce que ça veut dire, autocompassion et bienveillance? Je vais commencer avec autocompassion. Ce que c'est d'être touché par sa propre souffrance, mais aussi ouvert à celle-ci, de ne pas l'éviter ou d'en être déconnecté, puis de tenter de soulager sa souffrance et de se guérir avec bienveillance. On est vraiment dans l'idée qu'on accueille nos émotions, on les vit, puis on tente de trouver des solutions pour passer à autre chose, et ce, avec bienveillance. Ça implique d'être doux, soutenant, compréhensif envers soi-même. Puis, il y a 3 éléments qui sont rattachés à l'autocompassion. On retrouve la bienveillance, l'humanité commune, la conscience de son expérience interne. On va voir ce que c'est ensemble. La bienveillance, en fait, c'est le fait de faire preuve de chaleur ou de compréhension sans jugement envers soi-même. Pour aider à savoir est-ce qu'on est bienveillant envers nous, on peut se poser cette question-ci. Est-ce qu'on parlerait à un ami de la même manière qu'on se parlerait à soi-même? Souvent, quand on fait preuve d'anxiété de performance, la réponse est non à cette question-là. C'est comment, dans ce cas-ci, on pourrait essayer de se parler de manière plus positive. Le deuxième, c'est l'humanité commune. D'être capable de reconnaître que les difficultés font partie de la vie, comme autant les défauts, les souffrances, les erreurs, les échecs.
Tout ça, c'est normal pour tout le monde, mais pour soi aussi. Fait que les embûches font partie de l'apprentissage. Puis le dernier point, c'est la conscience de son expérience interne. Donc, d'être en mesure de comprendre, en fait, de noter la présence de ses émotions, pensées, sentiments, mais sans trop s'y identifier. Donc, sans dire, OK, moi, je suis quelqu'un de dépressif ou je suis quelqu'un d'anxieux, parce que c'est des émotions qui sont passagères plutôt. Puis, on cherche à les vivre, mais pas à les éviter, à s'en déconnecter. Fait que pour savoir si on fait preuve d'autocompassion, on peut se poser ces 3 questions. La première, c'est la même que tantôt. Est-ce que je serais à l'aise de parler à quelqu'un d'autre de la même manière que je me parle à moi-même? Est-ce que je me permets de vivre des moments plus difficiles ou de faire des erreurs, ce qui arrive à tout être humain? Est-ce que je me permets de vivre des émotions sans les juger ou les éviter? Fait que je pense que c'est plusieurs questions qui peuvent aider là, à développer l'autocompassion chez soi. Puis je pense que cette autocompassion-là aide beaucoup ensuite à être disponible pour faire preuve de bienveillance envers ses collègues de travail par la suite. En bref, l'autocompassion, c'est d'être doux, soutenant, compréhensif envers soi-même. Ça ne veut pas dire de se laisser aller, donc c'est pas contraire au dépassement de soi. Ce n'est pas d'être complaisant envers soi ou un peu de s'apitoyer sur ce qu'on vit, c'est vraiment pas le cas. Ça requiert l'exigence envers soi-même, mais de manière bienveillante. Ça veut dire de se permettre des erreurs, que les émotions qui découlent aussi des erreurs pour apprendre puis s'améliorer sont normales, peuvent être vécues, puis de se permettre de les vivre. J'ai trouvé une phrase inspirante de Michael Jordan, que vous avez peut-être déjà entendue par le passé, mais qui fait un beau lien là, avec ça, avec l'autocompassion. Donc, j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. C'est pourquoi je réussis. Fait que ça a été dit par l'un des meilleurs joueurs de basket au monde, qui reconnaît vraiment la place des erreurs dans son cheminement puis dans son atteinte de l'excellence. Maintenant, si on entre plus dans le volet bienveillance, donc dans l'accompagnement des autres, ce que c'est vraiment d'avoir une attitude qui est positive envers quelqu'un. Fait que c'est dirigé vers l'autre. C'est pas de la compassion ni de la complaisance, ça inclut l'exigence. Donc, c'est un peu dans le même sens que l'autocompassion. On n'est pas dans l'idée là, de ne pas donner d'exigence ou en tout cas d'avoir très peu d'attente envers l'autre, ça en inclut. C'est un moyen de soutenir l'autonomie d'une autre personne. Ça vise le bien et le bonheur de l'autre. C'est un processus qui est axé sur l'action, qui vise la découverte de l'autre, qui vise à reconnaître, valoriser, faire confiance et favoriser son développement. Donc, la bienveillance est présente seulement si la personne à qui elle s'adresse la ressent. Fait que ça, c'est bien des belles définitions, là, mais par rapport concrètement à la bienveillance, j'ai essayé de rendre ça plus parlant en vous donnant des exemples. Donc, imaginons que vous êtes dans votre équipe de travail puis qu'il y a une nouvelle personne qui arrive là, dans votre équipe. Une pratique qu'on pourrait nommer peut-être plus à risque ou qui favorise moins la bienveillance, ça pourrait être d'accueillir cette personne-là en disant « Ici, il y a un grand roulement de personnel, c'est pas tout le monde qui est fait pour travailler ici. » Probablement que peut-être ça a été un peu moins bien dit que l'intention d'origine, mais l'intention, j'imagine, par cette phrase-là, c'est peut-être d'informer la personne que c'est un milieu qui est demandant, qui demande peut-être beaucoup d'efforts, puis qui va demander une grande adaptation peut-être. Fait que c'est peut-être une mise en garde par ce commentaire-là qu'on veut faire à la nouvelle personne qui arrive. Une pratique qui permettrait d'actualiser cette intention-là peut-être de manière plus bienveillante, ce serait de lui dire, par exemple, vous avez peut-être entendu dire que le travail ici est difficile. Je ne vous cacherai pas, en effet, que ça demande beaucoup d'efforts, mais surtout au début. Par contre, il faut se laisser une période d'adaptation. N'hésitez pas à vous référer à l'équipe si vous avez des questions ou des besoins de soutien. Un autre exemple pourrait être, si vous êtes, par exemple, la personne ressource de votre équipe de travail, puis qu'il y a un collègue, un membre de votre équipe qui n'est pas à l'aise de prendre la parole devant le groupe parce que ça lui occasionne beaucoup de stress. Si cette personne-là vient vous en parler,
Une pratique qui serait peut-être plus à risque ou qui serait moins reliée à la bienveillance serait de dire à cette personne-là qu'il n'y aura pas à prendre une parole dans l'équipe, que vous allez nommer ce que lui vous voulait dire finalement. Si c'est une rencontre d'études de cas ou de discussion de cas en équipe, peut-être que vous allez pouvoir lui proposer à l'avance de nommer à l'équipe les informations sur ces cas. Ce ne serait pas nécessairement une pratique qui serait bienveillante dans l'idée qu'on ne vise pas, par cette pratique-là, le développement de la personne à long terme ou l'acquisition de compétences qui vont lui permettre d'être autonome par la suite. Une pratique qui serait plus bienveillante, qui serait peut-être plus adaptée ou en tout cas qui mettrait la personne en action pour se développer, ce serait de lui en parler d'avance, lui demander « OK, je comprends la situation, je comprends que ça entraîne du stress. Quel défi, comment on pourrait rendre la situation comme étant un défi plus atteignable ou en tout cas motivant pour toi en lien avec la prise de parole dans le groupe. » Peut-être qu'une des solutions qui pourrait être discutée, c'est de soutenir la personne ou en tout cas de lui donner une prise de parole, mais plus petite dans la réunion que ce qui est demandé normalement. Puis tranquillement, dans les futures réunions, d'augmenter cette période-là de prise de parole pour que la personne se développe. Une dernière situation, en fait, de mise en contexte, ce serait que vous discutez avec votre collègue, puis elle vous dit qu'elle est très stressée d'avoir la rencontre d'évaluation de rendement avec son patron. En tant qu'humain, on a souvent tendance à essayer de rassurer, puis une phrase qu'on a tendance à dire des fois, c'est « tu t'en fais pour rien, c'est une formalité ». L'idée, c'est vraiment de rassurer l'autre, mais peut-être que plutôt que rassurer, ça l'a peut-être un peu banalisé ce que l'autre vivait, plutôt qu'entraîner vraiment l'effet escompté. Une pratique qui serait plus bienveillante, ce serait de lui dire « je comprends que tu sois stressé, c'est toujours un peu stressant ces rencontres-là. Tu as travaillé fort, tu es apprécié dans l'équipe. Je pense que tu peux te faire confiance pour la rencontre. » En gros, ce que la bienveillance amène, là, on peut se questionner sur est-ce que mon intervention stimule l'autonomie de mon ou de ma collègue? Est-ce que ça permet à moi ou ma collègue d'être dans un état de stress optimal pour performer? Est-ce que je la stresse trop avec ce que je lui dis ou je la stresse pas assez? Donc, est-ce que je la mets dans le bon état finalement pour réaliser ce qui est attendu d'elle dans le cadre de son travail? Est-ce que mon intervention stimule la motivation de mon ou de ma collègue? Il faut que ce soit motivant, il faut que la personne sente qu'elle puisse atteindre l'objectif, qu'elle soit en mesure de répondre aux attentes pour diminuer cette anxiété-là, puis parvenir à ses fins. En bref, il faut garder en tête d'être proactif, de s'intéresser à l'impact de nos actions sur les autres, de viser le développement et l'autonomie de ses collègues. Puis, c'est aussi à garder en tête qu'une action bienveillante peut engendrer de l'inconfort et des réactions négatives dans les médias. Par contre, l'objectif, c'est vraiment d'amener la personne à se développer et à devenir autonome. Comme j'en ai glissé un mot tantôt, c'est important de garder en tête que pour être capable d'être bienveillant envers les autres, il faut aussi être disponible soi-même. Donc, de faire preuve d'autocompassion, de prendre du temps pour soi, c'est des éléments qui sont aussi essentiels. Donc, jusqu'à date, dans la présentation, on a vu quelques stratégies pour faire face à l'anxiété de performance. On a vu les facteurs de risque, les facteurs de protection. Ça, en soi, ça peut être des stratégies pour prévenir cette anxiété-là. On a vu la bienveillance, l'autocompassion, qui sont aussi des postures pour diminuer cette anxiété-là chez soi ou chez les autres. Maintenant, on va voir 5 stratégies pour intervenir sur l'anxiété de performance. La première, c'est d'intervenir sur les pensées négatives, parce qu'on avait vu que pour l'anxiété, il y a beaucoup de pensées catastrophiques, de remise en question ou de dévalorisation qui ont lieu chez la personne qui en vit. Donc, la première étape de cette stratégie, c'est de remettre en question ces pensées qui peuvent être un petit peu biaisées, dans le sens que c'est comme si nos lunettes étaient un peu étaient brouillées, ce qui fait qu'on ne voit pas la réalité nécessairement comme elle l'est réellement. Par exemple, si j'ai une pensée dévalorisante ou négative, puis que je me dis à chaque fois que je parle dans une réunion d'équipe, je perds tous mes moyens, peut-être que je pourrais me demander, est-ce que la dernière fois, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Est-ce que réellement, aucune des réunions d'équipe se sont bien passées, puis j'ai perdu mes moyens finalement? De relativiser les choses comme ça,
Euh, Sinon, si j'ai une pensée qui me vient en tête, là, je ne réussirai jamais, je ne réussis jamais ce que je fais, bien, qu'est-ce que tu entends par réussir? Comment était ta progression cette année? Il y a 2 ans, comment c'était finalement? C'est d'essayer de remettre en question ces pensées-là qu'on peut vivre, autant chez soi que chez les autres. C'est des stratégies qui s'appliquent pour les deux, là. La deuxième étape, c'est de dédramatiser. Donc, qu'est-ce qui se passe si ce que tu anticipes se passe réellement? Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Est-ce que ce que j'imagine va être si grave? Par exemple, que je perde mes moyens dans la rencontre, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que je vais en mourir? Est-ce que je vais m'en rappeler que j'ai perdu mes moyens dans 20 ans? Dans même 1 an? Probablement pas. Fait que d'essayer de voir un peu autrement, de dédramatiser de cette manière-là. Puis, on peut aussi tenter de voir la situation d'une autre manière. Par exemple, l'idée de prendre la parole plus tard dans une équipe, bien, si on le voyait plutôt comme oui, ça m'entraîne l'anxiété, ça m'entraîne du stress, c'est probablement parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Je m'apprête à faire quelque chose qui est important pour moi. Je m'apprête à faire quelque chose qui va me sortir de ma zone de confort pour apprendre davantage. Ça va me rendre plus fort. C'est d'essayer de tourner cette situation-là comme plutôt comme étant une menace, comme étant quelque chose qui entraîne quelque chose d'intéressant pour vous, finalement. Puis la troisième étape, c'est de tenter de prendre ou de rendre le contrôle. Tantôt, on avait parlé de l'impression de perte de contrôle quand on vit de l'anxiété. D'essayer de faire de comprendre, OK, dans ce qui s'en vient, sur quoi j'ai du contrôle réellement, sur quoi j'en ai pas. Puis dans ce que j'ai du contrôle, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Fait que d'essayer de passer en mode action plutôt qu'en mode anticipation. Fait que, par exemple, en lien avec une rencontre d'évaluation de rendement avec un patron, bien, je n'ai pas de contrôle sur les questions que mes patrons vont me dire. Je n'ai pas de contrôle vraiment sur le contexte. Par contre, j'ai du contrôle sur ma préparation à cette rencontre-là, puis j'ai du contrôle sur mon état d'esprit. Fait qu'on peut tenter là, de trouver des actions concrètes par rapport à ces 2 aspects-là. Sinon aussi, pour ce qui est de l'impression de contrôle, comme je le nommais tantôt, les objectifs qui sont un peu trop larges, qui sont plus de performance que de processus, ça peut faire en sorte qu'on a une impression de perte de contrôle parce qu'on n'atteindra jamais cet objectif-là d'être le meilleur ou la meilleure. Par contre, si on a l'idée d'améliorer notre productivité au travail de telle manière, bien, ça, on a beaucoup plus de contrôle là-dessus. D'essayer de recadrer ses objectifs, puis vraiment d'avoir des stratégies à court terme pour y parvenir, ça peut aider à reprendre le contrôle. Donc, dans un deuxième stratégie d'intervention, c'est l'exposition. Si je vais y aller avec un autre exemple là, qui nous sort un peu de l'anxiété, mais plus dans les phobies. Si, par exemple, j'ai peur des chiens, probablement que, la première fois qu'un chien, il m'a peut-être jappé après très fort, ce qui m'a fait peur, puis maintenant, quand j'en vois, j'ai une crainte. À chaque fois que j'y vois, j'évite, bien, instantanément, au moment de l'évitement, qui est la barre verticale, mon anxiété risque de diminuer assez drastiquement. La deuxième fois que je vais voir un chien, peut-être que je vais me dire « Ah, oh, mon Dieu, en plus d'éviter qu'il me jappe après, bien, j'ai évité qu'il me morde. » Fait que là, mon anxiété est peut-être un peu plus grande quand je le vois, puis direct après l'évitement, très, très basse. Ainsi de suite. Fait qu'à chaque fois qu'on évite la menace, on s'imagine que cette menace-là est donc bien intense, puis c'est pour ça qu'on n'a rien vécu. On n'a pas eu d'impact, de répercussions sur nous, finalement, de cette menace-là, parce qu'on l'a évité. Donc, une chance qu'on l'a évité, parce que sinon, il nous serait arrivé là, une atrocité. Dans ce même exemple-là, si on reprend cet exemple des chiens, puis qu'on y va avec l'exposition progressive, c'est sûrement ça qu'on me recommanderait avec ma peur des chiens. On dirait, ben va voir ce petit chien-là, il est doux, il ne mord personne. On essaierait d'y aller graduellement. On amènerait la personne à s'exposer doucement à la source de peur, de crainte. Fait que, par exemple, ici, mon niveau d'anxiété dans le temps, si on me met en face d'un chien pour la première fois, probablement que mon niveau d'anxiété sera très, très, très élevé au début. Parce que justement, j'ai encore toutes ces pensées-là qu'à chaque fois que je vais voir un chien, il va être menaçant, il va me faire mal, il pourrait me blesser. Par contre, pendant les minutes de présence là, avec le chien, mon niveau d'anxiété va probablement stagner.
il va arriver à un plateau finalement pour éventuellement diminuer parce que je vais bien voir que le chien ne mord pas pendant ces 20 minutes-là. La deuxième fois que si je vois un chien, ben, avec mon expérience passée, probablement que mon niveau d'anxiété va être aussi moins élevé et ainsi de suite parce que j'aurai des référents précédents me disant que la présence, le contact avec cette source de peur-là n'entraîne pas les menaces que j'anticipais. Fait que cette idée d'anxiété, d'exposition, ça s'applique aussi à l'anxiété de performance au travail. Par exemple, si on a peur de performer ou on évite finalement les situations de performance devant un groupe de prise de parole, bien, on ne sait pas nécessairement c'est quoi les conséquences. On s'imagine qu'on évite finalement de peut-être se faire rire de soi, de perte de crédibilité, etc., mais on ne le vit pas. Fait qu'on ne sait pas si c'est vraiment ce qui serait passé. Fait que de s'exposer de manière graduelle, c'est vraiment la clé. En lien avec l'exemple du chien, on n'aurait pas présenté un gros chien probablement au début à la personne qui a peur. On serait probablement allé avec un petit chien très doux, peut-être un vieux chien qui n'aurait pas beaucoup d'énergie, qui serait fatigué. Puis tranquillement, bien, on aurait augmenté le défi pour la personne quand elle se sentirait à l'aise. Donc, c'est un peu le même principe là, en lien avec l'anxiété de performance, d'essayer de se mettre dans des conditions gagnantes pour surmonter ses craintes, puis éventuellement ne plus en avoir. Donc, ce qui est à garder en tête là, ici avec la notion d'anxiété, c'est que c'est inconfortable, oui, mais ce n'est pas quelque chose qui est dangereux. On ne meurt pas d'anxiété. Donc, on peut s'exposer, on peut l'essayer, tout en essayant de trouver là, des défis ajustés pour soi ou pour les autres. Maintenant, ici, les avantages de cette stratégie d'exposition. Donc, la première, c'est que pour réussir à élargir sa zone de confort, on doit passer à travers la zone de peur, donc la zone de peur qui est en rouge. Puis, souvent, en tant qu'humain, on n'aime pas ça, la peur, on aime ça être dans notre zone de confort, donc on peut avoir tendance à ne pas aller dans cette zone de peur, puis à revenir dans notre zone de confort. Par contre, plus on va éviter d'entrer dans la zone de peur, plus notre zone de confort va rétrécir parce qu'on va sentir qu'on est moins compétent, qu'on n'a pas les capacités ou les aptitudes nécessaires pour affronter ce qui est attendu de nous dans notre contexte professionnel ou notre contexte personnel. Quand on a beaucoup de peur puis qu'on est anxieux, notre zone de confort peut devenir toute petite. À l'inverse, si on s'expose à cette peur, notre zone de confort va s'agrandir parce qu'on va gagner en confiance, on va gagner en stratégie pour s'adapter. Puis, ça va faire en sorte que la zone de peur va diminuer. On va aussi découvrir un monde de possibilités. Donc, ça ouvre nos horizons vraiment de s'exposer puis de prendre des risques. Vraiment une stratégie qui peut être encouragée pour soi-même, mais aussi pour ses collègues, toujours dans l'idée d'y aller de manière progressive et graduelle. Parmi les 5 stratégies, il y a aussi les exercices de relaxation que vous avez probablement déjà entendu parler. Là. J'ai vu justement sur les ressources du CIUS qu'il y a quelques stratégies à ce niveau-là. Donc, les principes généraux des exercices de relaxation, c'est vraiment d'adopter une attitude qui est plus passive, donc assis, couché, de tenter de se relaxer ses muscles, puis de s'installer dans un environnement calme. Il y a tout plein d'exercices possibles, mais ici, j'ai précisé les respirations parce que je pense que c'est un des exercices très simple qui peut se faire un peu n'importe où, n'importe quand, puis qui a des effets assez rapides. Donc, pour bénéficier des effets de la respiration, il faut que ce soit le ventre qui gonfle et pas seulement le haut du corps. Idéalement, avoir des respirations qui sont lentes et profondes, d'inspirer par le nez, expirer par la bouche. Ici, j'ai donné un exemple de temps qu'on peut faire là, pour inspirer, expirer, maintenir. Mais allez-y vraiment avec ce que vous préférez. Certaines personnes préfèrent inspirer puis expirer tout de suite sans pause entre les deux. Il y a plusieurs possibilités. Puis, c'est ça, je vous conseille de les expérimenter là, en ligne sur YouTube. Il y a plusieurs aussi applications qui peuvent être utilisées pour pratiquer sa respiration. Donc, le fait de prendre ce temps-là pour respirer, ça sert à se calmer, à diminuer l'anxiété, mais surtout à prendre du recul. Donc, des fois, quand on est dans cette
dans cet état anxieux, dans cette anticipation-là de situations futures, ben, on a de la misère finalement à faire la part des choses. On est comme trop dedans pour vraiment avoir un portrait large puis à relativiser nos pensées, comme on a vu tantôt dans la première stratégie. La musique aussi peut être une bonne idée de combiner soit avec les respirations ou avec d'autres stratégies qu'on peut voir plus tard. Pour les respirations, le fait d'avoir des messages qui nous amènent à atteindre nos objectifs peuvent aider. Par exemple, si j'inspire puis qu'en expirant, je me dis calme dans ma tête, ça peut aider à atteindre ce niveau-là de calme ou de relaxation. Fait que, calme. C'est sûr qu'on se le dit dans la tête, ça va mieux pour expirer, mais vous comprenez le principe, là, ça a quand même des effets positifs. La 4e stratégie sur 5, c'est la pleine conscience. Donc, ici, en fait, ce que c'est la pleine conscience, c'est la conscience de l'expérience du moment présent sans porter de jugement. Donc, ça se recoupe un petit peu avec ce qu'on a vu tantôt avec l'autocompassion. Donc, l'idée de porter attention à ses pensées, ses émotions, se permettre de les vivre, puis sans jugement. La distinction avec l'anxiété, c'est qu'on s'en rappelle, l'anxiété, ça fait appel au futur. On se transpose dans le futur. On anticipe des scénarios catastrophiques reliés au futur. Fait que de se ramener dans le moment présent, ça peut aider de se distancer de ces pensées anxieuses-là, finalement. Fait il y a plusieurs possibilités là, pour le faire, pour se ramener dans le moment présent. On peut, entre autres, essayer de se reconnecter avec notre environnement. Fait que d'apprécier les sons autour de nous, le contact de notre corps sur la chaise, nos pieds sur le sol, le vent sur notre visage si on est à l'extérieur, le rythme de notre respiration. Donc, il y a tout plein de stratégies qui nous aident à nous réancrer dans le moment présent. C'est reconnu pour diminuer l'anxiété. Puis, il y a plusieurs applications aussi qui permettent de pratiquer soit les respirations ou d'attirer l'attention sur des aspects du moment présent, aussi appelées méditation guidée, qu'on peut retrouver là, dans les applications Petit Bambou, Headspace, etc. Télécharger une application, des fois, c'est moins intéressant ou en tout cas, on veut savoir à quoi on peut avoir affaire avant de la télécharger. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, souvent, ces applications-là ont des petites méditations d'introduction disponibles sur YouTube. Donc, vous pouvez les écouter puis voir si ça vous rejoint. Puis après ça, télécharger l'application si vous aimez ça. La dernière stratégie qui est facile à dire, mais difficile à mettre en pratique, c'est d'accepter. Donc, un peu l'idée du lâcher-prise en lien avec l'anxiété, le stress, l'anxiété de performance. En fait, c'est l'idée qu'on peut vivre des pensées, des émotions, des manifestations physiques inconfortables reliées à cet état de stress ou d'anxiété. Mais si on s'y accroche trop, c'est là qu'on vient un peu à passer à côté. Fait que je vais vous faire cette métaphore-là de la piscine. Peut-être que ça va vous aider à mieux visualiser là, la chose. Fait qu'on peut s'imaginer qu'on est rendu l'été. Vous êtes dans une piscine avec des amis ou de la famille. Vous êtes bien. Là. Vous avez vos lunettes de soleil, il fait chaud, vous avez votre petit cocktail. Puis, vous profitez du moment présent, mais là, il y a un ballon qui est envoyé de votre côté. Vous n'aimez pas ça. Là. Il vient vous frapper. Donc, vous décidez de le pousser le plus loin possible, mais il revient constamment. Fait qu'au lieu de profiter du temps avec votre famille et vos amis, vous prenez le ballon puis vous le relancez constamment le plus loin que vous pouvez. Mais il revient, il revient. Fait que finalement, votre après-midi, vous en avez très peu profité parce que vous avez constamment relancé ce ballon-là le plus loin que vous avez pu. Fait que ici, dans cette comparaison-là, le ballon, c'est vraiment les pensées, les émotions, tous les éléments qui ont trait au stress ou à l'anxiété qu'on peut vivre. Donc, l'idée d'essayer de s'en débarrasser, de les éliminer, c'est pas si gagnant que ça, finalement. À l'inverse, dans cet exemple-là de la piscine, si vous aviez laissé le ballon suivre son chemin, probablement qu'il ne serait pas resté collé à vous pendant toute l'après-midi. Là. Il aurait sûrement dérivé avec le courant, le vent l'aurait fait déplacer. Peut-être que des gens de votre famille ou des amis auraient pris le ballon puis ils auraient joué avec ou ils l'auraient amené plus loin. C'est un peu cette idée-là que le ballon, en tout cas, les émotions, les pensées, c'est quelque chose de passager, c'est pas quelque chose de définitif à complètement éviter. Pourquoi pas plutôt en prendre connaissance, vivre le moment présent? Ça va partir. Peut-être que ça va revenir plus tard dans la journée,
Mais dans tous les cas, entre ces moments-là, vous allez pouvoir faire ce qui est important pour vous puis avoir du plaisir. Donc, ça fait pas mal le tour pour mes outils. Donc, vraiment, l'idée d'apprécier sans jugement ses émotions, de faire preuve de bienveillance envers soi, mais aussi envers les autres. Fait que si j'ai remis certaines ressources qu'on peut retrouver au CIUS de l'Esprit-Chus, n'hésitez pas à les contacter au besoin. Puis, j'imagine que je ne suis pas familière avec toutes les ressources du CIUS, fait qu'il y en a probablement beaucoup plus que celle-ci si jamais vous avez besoin de soutien particulier. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Puis, je suis disponible pour la période de questions.